Quelques secondes avant de découvrir notre toute première estimation Ipsos Soprasteria. Quel est le verdict des Français pour ce second tour? Qui, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, sera le prochain chef de l'État? 12 secondes avant ce résultat. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes. Quel est le choix des Français? Il est 20h. Voici le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Ce qui est frappant en tout cas, c'est que ça a à peine 8 jours et ça apparaît déjà avoir une éternité, puisque dans l'intervalle, on a suivi le taxi G7 d'Édouard Philippe et que maintenant on attend le nouveau gouvernement. Ce que je vous propose, peut-être pour... on va parler quinquennat, et le fait même de duplier le terme, ça sous-tend un petit peu des dimensions juridiques qu'attendre du gouvernement, mais peut-être partir d'abord de la vision que vous avez les uns et les autres, de votre marché, de vos entreprises, et de ce que vous pouvez en attendre ou de ce que vous pouvez en ambitionner pour les 3-5 prochaines années. C'est pas un exercice comme les directions de la stratégie en font faire, donc c'est pas formellement 5 ans, mais quand même de vous projeter un peu en avant. Et peut-être Gilles Pélisson, parce que vous avez évoqué et ces derniers mois... Où sont les micros ? Alors, où sont passés les micros? Je pense que les micros vont arriver, à mon avis, ils sont en route. Ils arrivent. Mais on a un sens de l'humour formidable ici. Je pense que celle-là... Pardon? Ou au pupitre, peut-être, Gilles, à ce moment-là, si vous voulez bien. À défaut de micro. Ou alors, vous m'entendez, là, ou pas? Non. C'est quoi cette blague? C'est quoi, la régie est là. La régie est là. Il y a quelqu'un qui fait des signes. Il y a un monsieur qui fait des signes dans la régie. Il est enfermé dans la régie. Il est endormi. Vous m'entendez? Il enlève ses lunettes. 1, 2, 3. Ce sont des signes un peu désespérés, Philippe. On a des micros. Voilà. Les voilà. Donc on revient à la question, Gilles, si vous voulez bien. Pour TF1, c'est 3-5 prochaines années, et pour le marché globalement, vous les voyez comment et vous pouvez en espérer ou en attendre quoi? Nous, je crois que le défi auquel on est confronté, c'est d'abord de dire qu'on est un des maillons de la chaîne absolument essentiel dans la chaîne de valeur de la création audiovisuelle, qu'à ce titre-là, on a énormément de pression sur la création de contenu tous les jours. Et nos contenus ne font quasiment qu'augmenter, que ce soit les droits sportifs, que ce soit les fictions, que ce soit les divertissements, etc. Donc le modèle économique des chaînes traditionnelles est assez challengé. Côté prestations techniques, on est obligé de suivre aussi la technologie. Donc il y a un certain nombre de défis qui font que la 4K, la réalité virtuelle, enfin il y a beaucoup de choses qui vont arriver qui font que ça défie la façon traditionnelle de livrer un signal de télévision. Et évidemment le 4 écrans est là aussi pour nous le prouver, puisqu'il faut adapter nos formats en permanence et donc décliner nos formats de télévision linéaire en non linéaire et en digital. Moi, je crois que ce qu'il faut garder, c'est surtout en l'esprit, et c'est ce qui nous marque au quotidien. J'arrive de Californie, les nouveaux entrants, ou ceux qui, évidemment, sont dans l'univers comme nous, désormais de la vidéo, de la télévision sur Internet, que sont à la fois les GAFA. J'ai vu les présentations de YouTube TV aux États-Unis, c'est assez spectaculaire, et ça va arriver un jour. Ils n'en sont pas encore ici, mais ça viendra. Et donc, à la fois, c'est plutôt bien pour le consommateur, mais je ne suis pas sûr que ça soit très bon pour les télévisions, où il va falloir jouer avec. C'est à nous de nous réinventer. Les telcos, c'est un des débats qu'on a en France, mais on l'a vu encore récemment avec l'attribution des droits sportifs.
de la Champions League. Non, mais je veux dire, c'est important que c'est à la fois les contenus, mais c'est le jeu, l'acteur, les acteurs des telcos, parce que les telcos, c'est quand même le cash flow là où il est. Quand on additionne nos cash flows respectifs, je crois qu'on pèse pas grand-chose. Le cash flow en France des telcos est, enfin pas le cash flow, mais les l'EBITDA, c'est 13,5 milliards d'euros. Donc c'est des moyens qui sont évidemment totalement différents de ceux des chaînes de télévision traditionnelles. Et à partir de là, c'est vraiment de nouveaux défis. Donc dans ce monde-là, alors on l'appelle convergence, on l'appelle comme on veut. Une chaîne de télévision ou un groupe de télévision, c'est forcément un groupe qui est multimédia, donc on essaye de s'attacher à ça chez TF1. Multichaîne, on y arrive à peu près, et dans un univers de 250 chaînes, voire plus, ou 27 chaînes sur la TNT, c'est quand même difficile d'émerger. Et à partir de là, c'est évidemment le fait de dire comment on arrive à réinventer ces modèles économiques qui sont extrêmement, je pense, challengés. Enfin, moi, je le dis encore avec un peu de nouveauté dans le métier par rapport à certains, mais c'est quand même ça ce qui vous frappe quand vous rentrez dans ce métier-là. Merci. On s'adresse à Delphine Ernotte. Alors, le nouveau président Macron avait eu quelques pistes sur l'audiovisuel public, puisque pour représenter l'audiovisuel public, au début, il voulait trouver qu'il y avait un peu trop de chaînes chez France Télévisions. Il est revenu là-dessus. On a cru comprendre qu'il voulait accentuer les rapprochements entre diverses entités de l'audiovisuel public. Ça, comment est-ce que vous allez gérer effectivement avec le nouveau pouvoir public les 5 prochaines années qui s'annoncent ? Alors là, Enguerrand, vous parlez beaucoup des moyens. Moi, je voudrais parler des fins. Pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on se lève le matin, etc. Bon. Il n'en a pas parlé, M. Macron, mais Ben oui, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on se lève le matin. Donc, on parlera des moyens. Quelle est la fin ? Je pars du principe, et je pense que nombreux dans la salle vont être d'accord, que le patriotisme culturel, c'est du patriotisme économique. Et que finalement, à l'instar de ce qu'on peut voir dans le cinéma français, qui est très fort, parce qu'il a été soutenu, subventionné, c'est vrai, pendant toutes ces années, et qu'il a une force, un poids sur la scène internationale que n'a plus, par exemple, le cinéma italien, eh bien, en matière d'audiovisuel, on a la possibilité, parce qu'on a le tissu de producteurs, parce qu'on a les talents, qu'ils soient techniques ou artistiques, on a les moyens de peser beaucoup plus sur la scène internationale qu'on ne le fait aujourd'hui. Alors pourquoi beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui ? Si on regarde simplement le marché de l'audiovisuel français comparé, alors non pas aux Américains, parce qu'alors là on est noyé en effet, mais comparé au marché allemand, comparé au marché anglais, et même au marché espagnol, on est, on pèse 2/3, voire la moitié de ce que d'autres pays européens comparables à nous pèsent. Or ça, c'est pas une fatalité. Voilà, il faut se dire que ce n'est pas une fatalité et qu'on a les moyens de renverser ça. Alors comment ? D'abord, je pense qu'il faut qu'on investisse. C'est pour ça qu'à France Télévisions, dans notre contrat à 5 ans, justement, on a décidé de réallouer une grande partie de la ressource publique supplémentaire à un plan création pour augmenter le nombre d'heures produites. En France, sur la fiction, on produit 600 heures par an. En Allemagne, c'est plus de 2000. Au Royaume-Uni, alors évidemment, vous allez me dire, il y a la langue, mais c'est beaucoup plus que 2000. Et même en Espagne, c'est plus qu'en France. Alors qu'on sait que l'Espagne a vécu une période économique extrêmement difficile. Donc voilà, donc déjà investir effectivement dans la création et puis aller trouver d'autres moyens pour financer cette création. Parce que là, moi, j'ai parfois l'impression, dans les discussions qu'on peut avoir, est-ce qu'il faut enlever une chaîne, rajouter une chaîne, tout ça, on a l'impression de naufrager sur un atoll qui est en train de se disputer un tas de sable, alors qu'il y a la mer autour à conquérir et tout le Pacifique à aller explorer. Donc explorons le Pacifique, on verra après quels moyens on se donne collectivement, d'ailleurs en bonne harmonie entre diffuseurs publics, diffuseurs privés, producteurs, créateurs, tout ça évidemment il faut en parler. Je pense que c'est important d'avoir une action concertée et de préserver des équilibres dans ce domaine. Mais voilà, donc allons chercher des moyens à l'extérieur, exportons à l'international, créons des formats comme les Israéliens savent si bien le faire, qu'on peut ensuite aller vendre, y compris aux Américains. C'est ça, pour moi,
la fin. D'accord. On revient un tout petit peu aussi sur les moyens, puisque le gouvernement précédent que vous aviez demandé, vous aviez plaidé pour une pérennité des ressources du service public. Donc là, aujourd'hui, il y a un nouveau président. Il va y avoir un nouveau, un ou une nouvelle ministre à la fois de l'économie et puis de la culture. Vous lui demandez quoi, si vous avez un message à faire passer au nouveau gouvernement? Et vous avez 24 heures pour y réfléchir, parce qu'on m'a dit dans l'oreillette que le gouvernement ne sera annoncé que demain, finalement. Alors, ce que je vais lui demander, c'est pas des aménagements à la marge. Je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir ensemble à comment on construit la télévision publique dans 10 ans, dans 20 ans. Quel partenariat il faut? Est-ce que la télévision publique peut vivre toute seule? Est-ce qu'il lui faut des alliances plus solides pour évoluer? Comment on fait pour que, ce qui représente quand même aujourd'hui plus de la moitié des investissements audiovisuels, la télévision publique, eh bien continue à jouer son rôle de locomotive pour aller tirer l'ensemble de l'audiovisuel et y compris la création? Comment on peut prendre des engagements ensemble pour faire plus de volume, plus de création, plus industrielle, de meilleure qualité et être plus fort ensemble. C'est ça mon sujet. Voilà. Alors il y a des questions qui se posent sur les relations entre nous, il y a des questions qui se posent et qu'il faut adresser, me semble-t-il, dans les relations entre les diffuseurs et les opérateurs. Bien entendu, parce qu'on voit que partout ailleurs, c'est bien les convergences en fait, qui créent des nouvelles sources de richesse pour financer des contenus. Donc voilà, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à dessiner ensemble une cible et qu'ensuite on trouve les moyens d'y contribuer positivement. Alors dans les premiers éléments frappants, enfin en tout cas, les premières convergences dans votre intervention et celle de Gilles Pélisson, Gilles parle de nouveaux modèles économiques ou de réforme des modèles économiques, et vous, de nouvelles sources de financement. Donc manifestement, tout le monde cherche du pétrole. Nicolas Taverneau, peut-être pour M6, est-ce qu'effectivement aussi demain, le business de la télé doit se faire finalement en dehors des sources de financement habituelles que sont la publicité, et donc en réinventant aussi une partie de son offre peut-être, et son modèle économique en tout cas? Oui, je crois que l'avantage d'être un peu plus ancien que Gilles, dans cette profession en tout cas, c'est que on a vu le modèle économique évoluer de manière permanente. On a commencé, les chaînes de télévision ont commencé en ayant un monopole de la distribution d'images dans les foyers de télévision. Aujourd'hui, ce monopole, dans les foyers français, évidemment, ce monopole a sauté, et assez vite, on s'est dit que le marché publicitaire qui sous-tend ce principe serait insuffisant pour faire tourner nos chaînes. Alors, la question est, quel métier on fait? Voilà, c'est ça la vraie question qui se pose à des groupes comme nous. Quel métier on fait? Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent... en aval, c'est-à-dire en distribution, on a aujourd'hui des challengers très efficaces, très compétents. On est très nombreux et donc on n'a plus de monopole de l'entrée d'images et de création dans les foyers français. Donc il faut faire avec, il faut se battre pour avoir des parts de marché, mais on a plein de concurrents, dont ceux qui étaient traditionnellement nos concurrents ne sont pas forcément les plus dangereux pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc ça c'est la première observation. Donc c'est pour ça que moi, quand Delphine Ernotte parle de projet OTT, etc., elle a raison, parce que elle connaît bien, parce que nous devons être très offensifs dans ce domaine-là. Quand on a développé notre replay en 2008, on a commencé et continué à le loguer. Aujourd'hui, deux jeunes ou 3 jeunes Français sur 4, plutôt, Valérie Gerfaut sont logués 6play. Bon, ça, c'est des atouts considérables que nous avons pour pénétrer les foyers français. Donc là, on va porter une attention très forte là-dessus. Deuxième élément, dans la distribution, la bagarre s'est déportée, Messi avait raison, de la télévision aux télécoms. Aujourd'hui, les télécoms sont devenus le terrain de jeu, de bataille de la télévision. Alors on a une caricature l'expression avec le dernier appel à candidature des matchs européens de football.
Didier rêve déjà. Rêve déjà. D'ailleurs, moi, en tant que Girondin, je suis évidemment à tes côtés. En tant que diffuseur, je suis attentif. Voilà. Je suis attentif. Voilà. Girondin, voilà, c'est porté vers la gauche. Voilà. Et donc, on voit bien que les télécoms, aujourd'hui, nous avons une bataille commune avec Gilles. On a 60% ou 55% de nos foyers qui reçoivent la télévision par les télécoms, qui bénéficient, entre nous soit dit, d'un taux de TVA très favorable pour ce faire. Et donc, il est normal que lorsqu'ils regardent nos chaînes, et qu'ils ont payé pour avoir accès à nos chaînes, on en ait un petit morceau. On n'est pas très exigeant pour le moment, mais et je suis persuadé qu'on se fera comprendre. Voilà. J'en suis absolument persuadé. Il se trouve qu'on nous a demandé si on était en entente avec j'ai dit simplement on a une entente intellectuelle avec Gilles sur ce terrain-là, et donc on réfléchit de manière efficace, chacun de son côté, c'est la loi, pour arriver à une conclusion positive. Donc, mais ça c'est assez conjoncturel, si j'ose dire, et ça arrive. La chose importante, c'est de savoir qu'il y aura des alliances, et aujourd'hui, le monde des télécoms s'est invité, pas simplement physiquement, mais s'est invité de manière très forte dans la télévision, et ça devient un champ de bataille de la télévision. J'ai l'impression que de l'autre côté, ils ont aussi une grosse entente intellectuelle. Absolument. Intellectuelle, je sais pas, mais enfin, en tous les cas, intelligente. Troisième chose, quel est, quand on fait le modèle, c'est très intéressant, quand on fait le modèle stratégique à 3 ans, 5 ans, ce qu'on fait de manière régulière, quels sont nos métiers qu'on va exercer? Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est dans le métier des contenus. Donc, on fabrique des films de cinéma, on fabrique des séries, on s'associe à des producteurs, on fabrique des contenus. Alors là, la France ne va pas du tout de ce point de vue-là. Ça, je le dis depuis très très longtemps. Moi, j'ai la chance d'être en Espagne, j'ai un actionnaire européen, on voit beaucoup de chaînes en Europe. La France prend un retard énorme. Pourquoi? Parce qu'elle ne permet pas aux gens d'entreprendre correctement et d'investir l'argent qu'ils souhaitent investir dans les contenus. Je vais vous dire une chose simple, les Espagnols produisent extrêmement bien, vont nous doubler en production pour 2 raisons. D'abord, ils produisent, comme les Allemands, beaucoup moins cher que nous. 1 heure de production en Allemagne vaut la moitié du prix, en prix de revient, qu'en France. La moitié, c'est exactement ça. 1 heure de production. Bon. Donc on a un sujet. Alors, on peut chercher des explications. Les explications, c'est parce que pendant longtemps, et encore un peu aujourd'hui, on a voulu mettre des règles extrêmement rigides. Donc chacun s'occupait plutôt à défendre la partie qui l'intéressait dans les règles qui lui étaient favorables, ne voyant pas que l'ensemble du système périclitait. Et donc on est vraiment, moi je le dis fortement, malgré des initiatives, malgré beaucoup de talents, parce qu'il y a énormément de talents en France, on perd des parts de marché en Europe, alors que, et ça c'est un de mes points importants, qu'on a une chance historique qu'il ne faut pas rater, que les voisins européens sont en train de réussir, c'est que la fiction américaine décline très fortement et à vitesse grand V. Et ça va nous donner des opportunités considérables. C'est-à-dire que l'argent qui est parti d'Europe pour aller vers les États-Unis va être en forte diminution, en très forte diminution. Et donc, ça nous donne des opportunités, que ce soit dans le stock ou que ce soit dans le flux, d'avoir des commandes beaucoup plus importantes de la part de tous ceux qui diffusent, pas simplement les chaînes, mais les plateformes également. Donc ça, je suis convaincu que si on sait prendre... Troisième chose, et j'en terminerai, pardon, ce qu'on attend, puisque c'était ça le thème de la question, qu'est-ce qu'on attend du gouvernement et On n'attend pas des aides. On attend simplement qu'on nous laisse faire notre métier d'entrepreneur. Moi, j'ai cité un exemple dans la région de Hauts-de-France. Malheureusement, je n'ai pas été voir la bonne personne au bon moment. J'ai été voir un maire d'une grande ville du Nord. Xavier Bertrand. Mais non, je donne cet exemple parce qu'il est un peu trivial, mais pour bien me faire comprendre, d'ailleurs il concerne un peu Gilles aussi. On regarde là où il y a des sous, là où on peut créer de l'activité, là où on peut financer des développements. Nous, on fait de la vente à distance avec Gilles parce qu'on fait du commerce sur nos antennes. Et ça nous sert à financer le reste. C'est comme ça que ça se passe. On avait expliqué d'ailleurs au CSA que si on faisait une chaîne TNT, l'argent
qu'on récolterait, nous paierons des taxes au CNC sur l'utilisation du réseau TNT. On n'a pas eu la chance de l'avoir, mais j'avais quand même été voir des responsables politiques du nord de la France, et pour leur dire, est-ce que vous pouvez nous aider à avoir une chaîne TNT au CSA, parce que en Allemagne, en Angleterre, c'est 1,3 milliard, 1,4 milliard de chiffre d'affaires. En France, tous les deux, on doit faire 250 millions. Et donc, il y a une réserve d'emploi, et puis on va cotiser au CNC, ce qui va nous permettre, parce que le Festival des séries, c'est quand même nous qui le finançons. Hein. Bon, on fait oui, enfin bon. Et donc, et on n'a pas d'écho. On n'a pas d'écho. Donc, quand on voit, si vous voulez, je serais plus à l'aise pour le dire que Gilles, quand on voit qu'il a dû batailler pendant des mois et des mois pour mettre LCI en clair en disant que BFM allait être en faillite, si vous voulez, aujourd'hui, quand même, l'histoire, on devrait avoir un rappel au règlement. Bon. Moi, quand on me dit que je vais mettre Énergie 12 à genoux parce que Paris Première serait gratuit, voilà, j'ai pas besoin. Donc, toutes ces règles qui sont totalement obsolètes, qui fait qu'on ne peut pas adapter nos modèles à la nouvelle donne mondiale, fait qu'on a vraiment des difficultés aujourd'hui. Ce qu'on attend du gouvernement et des pouvoirs publics, c'est qu'on réduise les lois, on facilite la vie d'entrepreneurs, et je suis convaincu que la production, notamment, et la création s'en porteront infiniment mieux. Voilà ce que... Et alors, sur le service public, là, on a un petit écart. Moi, j'ai beaucoup de compliments à faire pour des films, mais on a quand même un petit écart. J'avais coutume de dire que la vraie différence entre le privé et le public, c'était la messe, diffusée le matin. Il se trouve que dimanche dernier, il n'y a pas de messe, donc la différence se réduit. Plus sérieusement, moi il faudra quand même qu'on se pose la question, quand on voit les transferts, par exemple, qu'il y a en matière de radio, public-privé, etc. Est-ce qu'on fait les mêmes choses au même moment et de la même façon? Voilà. Moi, je dis d'autant plus que dans le domaine de l'information, etc., je suis un peu... Nicolas, si vous voulez bien, on fera de toute façon un deuxième tour, et chacun aura la parole et pourra réagir. L'idée, là, c'était, dans cette premier tour de table un peu rapide, d'être plutôt sur de la vision et de la projection en avant. Et Jean-Christophe, peut-être vous pouvez nous donner la vôtre en tant que patron de Canal, avec peut-être une petite envie quand même de dire un mot de la rémunération des chaînes que Nicolas a évoquées, puisqu'il a parlé des telcos, mais Canal serait également concerné en tant que distributeur satellite. Je ne me sens pas du tout concerné parce qu'il n'a effectivement parlé que des telcos. Oui. Non, donc vous savez que vous êtes exempté de... On a un petit différend là-dessus dont on parle, donc c'est pas l'objet d'en parler ici, mais voilà, on continue à se parler et je suis sûr qu'entre personnes intelligentes, on trouvera un accord. Non, je voudrais insister sur 3 points. D'abord faire un constat, qui est que aucun groupe français, aucun groupe européen ne figure parmi les 20 leaders mondiaux de l'Internet ou des médias. Les champions nationaux, ils sont ici présents. J'exclus notre grand champion national, mais en privé, on a M6, on a TF1, c'est 2,5 milliards d'euros de capitalisation, en gros. On a Vivendi, c'est une vingtaine de milliards de... J'ai dit millions ou milliards ? Milliards. Vivendi, une vingtaine de milliards d'euros de capitalisation. Et en face de nous, on a des géants mondiaux. Alors ces géants, ils s'appellent Apple, ils s'appellent Google, ils ont tous plus de 600 ou 700 milliards de dollars de capitalisation et ils sont totalement mondialisés. Pour ne prendre qu'un exemple, Netflix, c'est 100 millions d'abonnés, mais déjà la moitié, quasi 50 millions, en dehors du territoire américain. Ces acteurs, ils viennent tous du digital, ils ne viennent pas comme nous de l'audiovisuel, mais ils viennent sur le marché et si on les laisse faire, dans quelques années, on aura un oligopole mondial sur nos marchés. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, ce sont les enjeux pour nous. Alors, le premier enjeu, c'est pas les moindres, c'est notre culture. C'est un enjeu totalement vital parce que c'est ce qui nous fait vivre ensemble, c'est ce qui nous relie. Le deuxième enjeu, c'est notre présence dans les industries culturelles. Le troisième enjeu, c'est la place de la France dans le monde et il faut quand même avoir conscience qu'en 2050, il y aura 800 millions de personnes qui parleront le français. Donc c'est un atout absolument magnifique pour nous. La taille de la population africaine, qui est quand même très largement francophone, va doubler dans les 20 ans. Et le quatrième enjeu, c'est la défense de notre exception culturelle française.
Et je voudrais citer un seul exemple pour montrer les évolutions en cours. À la fin de cette année, Netflix aura créé plus de 1000 heures de contenus originaux pour la seule année. C'est un tiers de plus que tout ce que nous produisons en France, tous les acteurs de la production. Accessoirement, tout notre secteur, c'est quand même 130 000 emplois, donc c'est pas totalement rien. Le troisième point, c'est de souligner que la bataille, elle est évidemment pas perdue. Nous avons la conviction que la France, que l'Europe peuvent devenir des leaders sur tous ces marchés. Et même si on est face à deux blocs dominants, surtout les États-Unis, mais aussi l'Asie qui se développe très très vite, il y a de la place pour l'Europe, pour la France. C'est une absolue nécessité. On a tout pour réussir. On a le terreau, les talents, les producteurs ici présents. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Mais, et c'est l'objet de la table ronde, on ne peut pas y arriver sans un véritable engagement des pouvoirs publics. Alors je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit Nicolas de Taverneau et que je partage totalement. Je crois que la première chose qu'on attend de l'État, c'est de nous permettre de libérer toutes les énergies créatrices de valeur et de mettre fin à un certain nombre de réglementations, notamment en matière de concentration, qui sont maintenant inadaptées et qui doivent être totalement révisées. Je ne veux pas rentrer dans le cœur du sujet parce que je crois qu'on va en parler maintenant. Peut-être pour passer le micro à Christophe Thora, le fait que dans ce qui a précédé, et ce qui a été souligné soit par Delphine Ernotte, soit par Gilles Pélisson, soit par Nicolas de Taverneau, c'est à la fois le fait qu'on produit moins que les autres et ce qu'on produit pas forcément dans des conditions de totale efficacité économique, financière et du coup de rayonnement international insuffisant. Ce qui est une forme de pierre dans le jardin des producteurs, qui pourrait l'être. Soit la Gardère Studio, plutôt fiction flux, soit Albertine Productions. On donnera après la parole à Mathieu Tarot, côté cinéma. Mais du coup, Christophe, sur ce constat, ou en tout cas ces points sur la production de fiction et d'œuvres télé. Alors, oui, ce constat, il est inéluctable. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Nicolas Taverneau. Il se trouve que nous sommes, chez Lagardère, un assez gros producteur espagnol. On travaille beaucoup avec la société Antena 3, et donc on connaît très bien le marché espagnol. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le marché espagnol récemment s'est constitué sur un paradigme qui est assez différent de celui qui a guidé les évolutions de l'environnement français ces dernières années. Puisqu'il y a eu une crise tout à fait dévastatrice à la fin des années 2000, en 2009 en particulier en Espagne, que les diffuseurs qui traditionnellement avaient d'assez grosses entités de production se sont dit que tout ça, c'était des coûts fixes, c'était très lourd à porter en termes dans un moment de crise. Quand on a des revenus qui sont divisés quasiment par deux, il faut faire des économies, et ces économies, ils les ont fait en sortant et en externalisant la production. Et du coup, il y a pas mal de producteurs qui se sont développés sur cette base-là, soit en récupérant des choses qui étaient chez les diffuseurs avant, soit parce qu'ils étaient présents et qu'ils ont réussi à conquérir des marchés dans des conditions économiques tout à fait intéressantes. Alors, il est évident que l'Espagne, aussi par la crise qu'ils ont vécue, par l'ampleur de la pression qu'il y a eu sur les conditions salariales, fait qu'on peut produire aujourd'hui en Espagne. Vous disiez tout à l'heure qu'en Allemagne, c'est quasiment la moitié du coût de la France. En Espagne, c'est quasiment le quart. On est pratiquement à ça. Donc on est sur des règles économiques qui sont tout à fait différentes. Il y a des raisons tout à fait structurelles à ça, et il y a des choses qu'on ne changera pas sur le marché français, mais il y a aussi des choses sur lesquelles nous on peut évoluer. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que les producteurs sont un rouage absolument essentiel de l'écosystème audiovisuel, et que ils sont tout à fait en complémentarité des entreprises de diffusion parce qu'ils prennent certains risques dans la chaîne de valeur et dans la création, et que ceci est vrai en France et c'est vrai à peu près partout dans le monde. Et donc moi, mon rêve, je ne sais pas si c'est une question de stratégie, c'est véritablement qu'on puisse avoir
des champions français, peut-être des champions français de la diffusion, mais aussi des champions français de la production. Mais pour que ces champions français existent, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et la première de ces conditions, c'est que le marché intérieur, le marché français, soit dynamique économiquement. Donc nous ne réussirons pas sans des clients, des diffuseurs qui sont en bonne santé économique. Ça, c'est évidemment, quand les clients ne vont pas, les fournisseurs ne vont pas non plus. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc toutes les évolutions réglementaires qui peuvent soutenir cette santé des diffuseurs, en particulier un certain nombre de simplifications, notamment je pense à des obligations liées à la publicité. Tout ça nous convient à partir du moment où ça fait rentrer des ressources complémentaires dans le système. Évidemment, il y a une autre problématique, Jean-Christophe en parlait il y a quelques minutes, qui sont ces fameux, et tout le monde en a parlé, des GAFA. Aujourd'hui, on est sur une concurrence qui est assez déloyale, avec des gens qui bénéficient énormément des contenus que nous produisons, que vous diffusez, et qui le font. Alors, ils achètent des contenus, mais ils n'investissent pas dans la production, ils ne contribuent pas à l'écosystème de la création. Et donc, il serait assez juste qu'on puisse rééquilibrer un certain nombre de conditions de concurrence. Et puis, le dernier point, mais ça, on est tous en point d'interrogation là-dessus, c'est quel genre de modèle économique peut-on imaginer pour nous tous dans un écosystème numérique ? Merci. On passe la parole à Pierre Comte. Alors, on a vu effectivement Gilles Pélisson, Nicolas Taverneau qui ont maille à partir avec les distributeurs télécoms. Ils ont aussi, avec leur modèle économique basé sur la publicité, maille à partir avec les GAFA. Et vous aviez donné des chiffres assez impressionnants sur le fait que Facebook et Google prennent une grande partie du marché publicitaire digital. Qu'est-ce que vous demandez au nouveau gouvernement qui, a priori, Emmanuel Macron a dit qu'il s'occuperait au moins des GAFA pour les faire payer leur contribution à l'impôt sur les sociétés? Est-ce que vous lui demandez d'aller plus loin et de réguler davantage les GAFA dans le marché publicitaire? Je vais d'abord parler un chiffre, puisque tu l'as donné. L'année dernière, il vient de tomber 100% de la croissance du développement des investissements digitaux dans le monde a été la progression de chiffre d'affaires de Google et Facebook. Oui. Voilà. Donc, il y en a qui montent, il y en a qui descendent à côté, mais voilà. Le deuxième chiffre que je vais vous donner, parce que je viens de travailler pour faire un petit article, sur nos 3 derniers quinquennats, il s'est quand même passé quelque chose d'assez extraordinaire en France du point de vue de la pub. En 2001, quand l'Angleterre était à l'indice 100 de l'investissement publicitaire par habitant, nous étions à l'indice 86. Après 15 ans, en 2016, nous sommes à l'indice 53. Donc, ce qui veut dire que notre pays n'a pas généré un flux d'investissement publicitaire à la hauteur des États-Unis, du UK. Alors vous allez me dire, ce sont des pays de marketing, mais ce n'est pas vrai parce que l'Allemagne a fait beaucoup mieux que nous aussi. Et donc je pense qu'avant de se disputer la répartition des investissements, il faut savoir susciter la répartition. Il va susciter l'investissement. Donc vous trouverez moi je représente aujourd'hui les agences médias, les groupes de communication au sens large. Je crois qu'on nous sommes à la fois très libéraux, mais des libéraux raisonnés. Donc il faut absolument déréguler, plutôt enlever toutes les normes, les contrôles, les options légales qui plombent complètement aujourd'hui les marketeurs français pour des combats d'arrière-garde. Les annonceurs ont absolument besoin de médias forts, et assez paradoxalement vous trouverez, j'espère que ce sera ma mission à l'UDECAM, les agences médias au soutien à la défense des grands médias traditionnels. Pardon, je ne dirais pas les médias français, je dirais plutôt les médias européens, surtout avec Nicolas qui est là. C'est le sujet dépasse le simple échelon national aujourd'hui. Donc tout ce qui est la déconcentration, j'ai vu d'ailleurs que le thème était les groupes audiovisuels. Je pense que la presse est appelée à rejoindre d'une manière ou d'une autre des grands groupes médias réorganisés. Ça, c'est très important.
Et pourquoi est-ce que les annonceurs ont besoin de ces grands médias? Pour deux raisons. La première, c'est effectivement pour échapper, pour faire un contrepoids significatif aux GAFA, et notamment à Google et à Facebook. Et la deuxième, c'est parce que les grands médias ont toujours voulu dire, et continueront à vouloir dire, pour les annonceurs, des contextes de qualité, des contextes de sécurité, qui est aujourd'hui un grand sujet dans le digital. Toutes les quatre patrons que vous avez là n'ont jamais fait de compromission quant à leur qualité de programme. C'est normal, puisqu'ils sont pénalement responsables aussi de ce qui est diffusé sur leurs antennes ou dans leurs journaux, s'ils avaient des journaux. Et donc notre rôle, notre aspiration, c'est que ce nouveau quinquennat, eh bien, il fasse un petit peu respirer les choses, qu'il suscite un retour à l'investissement et donc une confiance aussi de la part des annonceurs, et puis à notre place les agences médias, à côté des pouvoirs publics, d'assurer, je crois que le mot a été dit tout à l'heure, une équité commerciale des devoirs et des droits des grands médias, y compris les GAFA, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la dérivation du business est flagrante et elle est évidemment dangereuse pour l'équilibre général des médias. Merci beaucoup. Pour terminer ce tour de table, Mathieu Tarot, producteur de cinéma, et pas encore descendu à Cannes, et merci d'être là. Même chose sur cet exercice de projection à horizon 3 à 5 ans. Pour le cinéma, qu'est-ce que vous pouvez rêver, ambitionner ou craindre ? À votre question, moi, on a vu quelques images de dimanche soir dernier. Il y avait 2 documentaires sur l'équipe Macron qui ont été projetés chez 2 diffuseurs. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de formidable, c'est qu'on serait cru chez Apple. Enfin, on avait l'impression d'un type qui changeait les règles, qui renouvelait les genres, pas simplement parce que son équipe était jeune, mais parce que sa manière de faire, sa manière de parler, de réagir était totalement nouvelle. Donc à votre question, j'ai envie de dire, ce que ça apporte dimanche soir dernier, c'est l'espoir. Enfin, on se dit que les choses peuvent changer, que tout à coup, il peut y avoir des déblocages, que tout à coup, son discours sur libérer le travail, son discours sur déverrouiller la machine, son discours qui, en réalité, est fait en partie aussi pour les entrepreneurs que nous sommes, nous producteurs, fait du bien. C'est-à-dire qu'on se dit que les choses vont peut-être être un peu différentes, que peut-être qu'on va nous aider davantage à entreprendre et à prendre des risques, parce qu'il ne faut pas oublier que le métier de producteur, c'est un métier de risque, c'est un métier où, que ce soit le cinéma ou la télévision, alors le risque n'est pas au même moment, mais c'est un métier où pendant un moment, on est seul à y croire, seul à mettre de l'argent, seul à mettre du temps dans un projet, avant de convaincre les autres, avant de vous convaincre vous, diffuseurs, partenaires, et que pendant ce moment-là, on est fragile, évidemment. On est fragile financièrement, mais on est fragile aussi en termes de foi qu'on a dans les projets qu'on porte, parce qu'on se dit, est-ce qu'on a raison d'avoir raison contre tout le monde, est-ce que finalement on a tort. Enfin, donc, dans ces moments-là, si tout à coup, le quinquennat qui s'ouvre nous permet d'être mieux accompagnés, de prendre des risques. Je ne dis pas, comme dit Nicolas, on n'attend aucune subvention, tout va bien. Tout à l'heure, Delphine disait, c'est un métier qui est subventionné. En réalité, non, il n'est pas subventionné. C'était tout le bien de la tribune Maraval de dire, enfin, toute la polémique, c'est on n'est pas subventionné, on est juste régulé. C'est une nuance importante. Donc on n'attend rien, on n'attend pas d'aide, on attend juste d'être accompagné dans l'audace, quoi. Enfin bon, moi je trouve pas qu'on soit subventionné, mais ça c'est un autre débat. Mais non, mais donc c'est l'audace, c'est l'audace en tout cas qui doit, voilà, qui doit être la locomotive de nos projets. Et donc si cette audace elle est un peu facilitée, ça fait du bien. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, il y a beaucoup de chiffres qui ont été donnés, il y a beaucoup de choses qui ont été dites très justes, parce qu'en réalité je crois qu'on est tous d'accord, on va tous dans la même direction. Mais c'est Christophe, je crois, qui disait relation fournisseur-client. Alors moi c'est quelque chose, c'est une dénomination que j'aime pas. C'est comme quand on est producteur de cinéma, on dit tiens, je vais aller voir des guichets, quoi. Bon, ça rejoint toujours les mêmes idées qu'on va aller taper les uns les autres, et si on les a bien tapés, c'est super, c'est la fête et on se préoccupe plus du film. Heureusement, l'époque change. Heureusement, les nouveaux entrants, dont j'espère être un des ambassadeurs, ont des comportements un peu différents. On ne va pas taper M6, France Télévisions ou TF1, Dieu merci. On va juste faire un film ensemble, on va les convaincre que le risque vaut la peine d'être partagé. Alors, on a souvent tort, malheureusement, le succès n'est pas la règle, mais de temps en temps, on a raison et on s'en félicite. Ce que je veux dire, c'est que cette notion-là est importante, parce qu'en fait, il faut remettre l'humain au cœur des choses. On a beaucoup dit de controverses
vérité sur le cinéma ces derniers temps, sur la télévision. On fait des fantasmes parfois de notre métier, qui est un métier, certes, glamour de temps en temps. Cannes, c'est sympathique. Il y a pire que d'aller sur la Côte d'Azur pendant 15 jours. Enfin, c'est notre salon de l'auto à nous, mais c'est mieux que Porte de Versailles. Donc c'est sûr que c'est glamour. Il y a aussi des moments très difficiles. Et il y a quelque chose qui compte, et Xavier Bertrand le disait très bien tout à l'heure, c'est que il faut qu'on se sente, nous, petites mains, parce qu'on est les petites fourmis, on est la recherche et développement en réalité du cinéma ou de la télévision. Hein. C'est nous qui, tout à coup, nous disons, tiens, je vais aller chercher tel talent, tel scénariste, tel machin, et après, on vient vous voir et on en parle ensemble, mais on est la R&D du métier. C'est important que dans toutes ces phases-là, on se sente... Alors on n'est pas naïf, on n'est pas des enfants, mais enfin, quoique, qu'on se sente un peu aimé. C'était toute la polémique l'autre jour au déjeuner Vivendi où j'ai pris la parole en mettant les pieds dans le plat parce que Bolloré, très sympathique comme vous imaginez, nous dit mais il y a une grande histoire d'amour entre le cinéma et les producteurs. Oui, il y avait. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait vraiment toujours cette histoire d'amour. Et mettons les pieds dans le plat, j'ai dit, c'est peut-être plutôt une demande de divorce qui dit pas son nom. C'est-à-dire que, en réalité, c'est pas qu'on a besoin d'être aimé, mais c'est qu'il faut qu'on soit de temps en temps un peu réconforté. Alors c'est vrai que quand on arrive chez Pictanovo dans le Nord, il y a d'autres régions très bien aussi, hein, mais c'est vrai, et c'est pas parce que Xavier est là, mais tout à coup on a des interlocuteurs qui nous connaissent, qui connaissent nos failles, qui connaissent nos doutes, qui connaissent nos certitudes, qui savent nous accompagner et nous dire là, on va essayer de t'aider. Alors, c'est pas toujours favorable, évidemment, parce qu'il y a des comités qui décident, mais enfin, on peut s'exprimer, on peut se parler, on voit les gens à qui on s'adresse. On est reçu chez Pictanovo pour présenter nos projets. Il y a des tas de régions où on ne l'est pas. Mais cette notion de l'humain, elle est très importante. Mais même quand Nicolas ou Delphine font leur déjeuner à Cannes, on peut se dire, ouais, enfin, vraiment, les producteurs ont la belle vie. Il y a un déjeuner à Cannes où on reçoit les producteurs. Oui, mais sauf que ça compte, parce qu'en réalité, un petit producteur indépendant comme moi, Delphine ou Nicolas, on ne se voit jamais. Et si on ne se voit pas une fois par an pour juste nous aller pomper l'énergie qu'il nous faut pour tenir 12 mois, au bout d'un moment, je vous jure, on ne tient plus. Moi, je suis fils de médecin. Il y a une journaliste que j'adore, Raphaël Baquet au Monde, qui un jour a fait un papier sur mon père et qui m'interviewe et qui me dit « Mais en fait, tu es comme ton père, quoi. Tu t'occupes de grands malades. » Parce que nous, producteurs, avec les acteurs en particulier, ou avec les scénaristes, on a fait 3 films de suite que je fais avec Lucchini, je peux vous en parler, on a affaire à des grands malades. Donc on doit être... Alors on peut dire, je ferme le rideau à 18h et je le rouvre le lendemain matin à 9h, on peut faire ça. En général, on n'a pas un grand avenir. Mais si tout à coup on dit, je m'en occupe et je m'en occupe bien, on est sur la brèche tout le temps. Alors, je suis pas là pour me plaindre parce que tout va bien, le métier est très sympathique, on le fait pour 1000 raisons, mais je suis là pour dire que l'humain est au cœur des choses et il faut pas le perdre de vue. Alors, on peut parler des chiffres, on peut parler des grands combats qu'on mène, mais il faut pas oublier qu'on doit se parler et nous, on vient chercher chez vous la force qui va nous servir à, si possible, vous apporter de temps en temps de la bonne cam, quoi. Voilà, parce que c'est ça notre métier. Alors, Mathieu Tarot, vous avez évoqué, vous avez mis les pieds dans le plat en évoquant quasiment un divorce entre le monde du cinéma et Canal. Un divorce qui dit pas son nom. Pas pareil, voilà, un divorce qui ne dit pas son nom, au lieu de, fin d'une histoire d'amour, hein, c'était ce que vous dites. Jean-Christophe Thierry, vous voulez répondre? L'autre partie du couple. C'est une relation déséquilibrée parce qu'il y en a un qui parle de divorce et puis l'autre qui parle de poursuite de la relation dans le temps. Donc le cinéma, ça reste le premier moteur de Canal. C'est ce que préfèrent tous nos abonnés. C'est comme ça qu'on les recrute. On reste le premier financier du cinéma français. Donc les propos sont quand même extraordinairement forts. Et quand même très très contraire à la réalité. Après, malheureusement, les chiffres sont têtus. Et aujourd'hui, Canal traverse une période extraordinairement difficile, comme vous le savez tous ici. On a quand même essuyé des pertes de 400 millions d'euros en 2016 et on est obligé d'être extrêmement vigilant pour continuer à apporter notre soutien à un maximum de producteurs pour un maximum de films et ce qui nous amène à être un tout petit peu plus attentif dans la présentation des dossiers, dans l'argent qu'on met dans chaque film. Mais la relation d'amour avec le cinéma français et Canal+ durera longtemps encore, je l'espère. Bon,
J'ajoute un dernier point. Mais vraiment un C'est plus point. sur cette polémique. Non, mais il y a la dernière chose qu'on attend du quinquennat, c'est la lutte contre le piratage. Là, il faut secouer les puces parce qu'on a un vrai pépin, quoi. Je pense que Ah, là-dessus, vous et là, serez là, je facilement veux d'accord. juste te dire un mot, parce que c'est tellement sympathique d'être totalement en phase avec toi. Non, mais ça c'est, le piratage, ça ne peut plus durer. Alors ça, un mot sur Canal, puisque c'est quand même 500, on estime que c'est 500 000 abonnés qu'on perd chaque année avec le piratage, donc c'est pas possible. On a 14 millions de pirates réguliers en France. C'est 1,4 milliard d'euros qui s'envolent des caisses de l'État et de chez nous. Donc on sait qu'il y a des solutions, il faut juste être courageux et y aller. Ça existe en Allemagne, ça s'appelle l'amende. Quand on brûle un feu rouge, on a une amende. Quand on fait du téléchargement, du streaming illégal, on a une amende. C'est assez facile à faire, il faudra vraiment le faire. Alors peut-être, en tout cas, du côté des solutions, justement, pour ces 5 ans, vous avez été plusieurs à parler de libérer, redonner confiance, en gros déréguler et redonner l'envie. Peut-être pour rentrer un tout petit peu dans des choses un petit peu plus précises, quel point d'application où faire porter l'effort dans les médias? Gilles Pélisson, vous avez pris le Oui, moi je voulais rebondir premier. simplement sur le cinéma parce que j'aime beaucoup l'approche de Mathieu et effectivement on a besoin de rêver, on a besoin de vous donner des forces, etc. Mais comme on ne vous donne pas que simplement des forces et des repas, moi j'ai l'impression qu'on vous donne beaucoup plus si vous voulez et qu'il y a quand même un côté lien financier entre nous et des flux financiers. Alors c'est peut-être pas de la subvention, mais quelque part on est quand même l'un des pays au monde qui fabrique, je crois, qui produit le plus de films. Et quand malheureusement je regarde le box-office, on se dit que c'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'industries. Moi je viens d'autres industries où vous avez quand même des gens peu performants, si jamais le box-office doit être quand même une sanction finale, qui survivent et qui continuent à faire des vrais. C'est-à-dire que je pense quand même en médecine, si à la fin de la journée vous ne soignez pas les gens et vous n'arrivez pas à vos fins, à un moment vous avez un peu moins de clients. C'est pas mon sentiment souvent sur la façon dont le cinéma français est produit. Donc on peut s'en féliciter parce qu'on a un enjeu culturel, mais à la fin de la journée, il y a quand même énormément d'argent et on peut, à mon avis, se challenger tout à fait légitimement quand on voit, nous, l'argent que ça nous coûte. Alors moi, j'ai aucun problème à financer le cinéma. La seule chose que je demande, effectivement, quand on se projette sur le futur, c'est de dire on a des réglementations assez incroyables quand vous venez vous regardez ça avec un œil un peu neuf. On n'a pas de financement par groupe. Aujourd'hui, on fait des financements de cinéma par chaîne. Et donc tout ce qui est circulation de droits, cette notion-là, qui aujourd'hui est évidemment assez basique, n'existe pas. Enfin, il faut la faire évoluer. Donc là, on a un travail monumental au niveau de l'industrie à faire, mais qui doit être accompagné par les pouvoirs publics. Moi, qui me semble indispensable, sachant que, bien sûr, beaucoup sont en train de challenger la chronologie des médias. Je discutais avec Netflix, par définition, eux disent on ne bougera pas notre modèle tant que vous ne bougerez pas votre chronologie des médias, vu que, pour le moment, elle nous protège. On a tout intérêt à continuer à nous protéger si on veut protéger notre cinéma. Inversement, je crois moi je veux bien regarder la chronologie des médias, mais quelque part il faut absolument que notre capacité en termes de financement soit facilitée et soit fluidifiée. L'ouverture de la publicité. Nous sommes des financeurs du cinéma, alors nos amis de Canal sont les premiers, nous on est les seconds, Nicolas doit être le troisième. Aujourd'hui, il est interdit de faire de la publicité pour le cinéma, pour un lancement de France film. Télévisions, quelque part. Quand même. Oui, non, bien sûr, je parlais dans les acteurs privés. Non, mais c'est bien, Gilles, de dire qu'on n'a pas le droit de faire de la télévision après 20h, de la publicité sur France Télévisions. Merci. Ça, c'est un vrai sujet. Moi, je pense que le fait de ne pas pouvoir faire de la publicité pour le cinéma sur nos écrans, alors que nous finançons le cinéma, est quand même une grande aberration. Tout ce qui est produit interdit, vous le savez sans doute, tout ce qu'on cherche à protéger depuis des années, qui est la PQR, etc. Donc c'est la grande distribution, c'est l'édition. Bon, on peut quand même se questionner au jour d'aujourd'hui de dire est-ce qu'il est encore normal que ces choses-là soient interdites à des chaînes privées dont la publicité est quand même le principal moteur. La troisième coupure sur un film long, si vous voulez, quand vous voyez ce qui se passe, je reprends l'exemple des États-Unis, vous vous dites, un film qui fait plus de, je crois qu'on est sur 2 heures pour la troisième coupure, c'est aberrant de ne pas pouvoir faire ça, etc., etc. Donc, à un moment, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est assez en non-synchronisation avec notre temps. Puis je reviens quand même sur les mesures fiscales par rapport à un futur gouvernement. C'est vraiment, et on peut se dire, je souscris à ce que dit Mathieu dans son espoir d'un nouveau président et effectivement assez culturellement proche du monde de l'Internet et du monde digital.
de dire comprenons bien les enjeux qu'il y a par rapport au digital, et par rapport à ça, cette distorsion fiscale qui est la nôtre, puisque nous aujourd'hui on paye quand même des taxes sur la presse, la radio, le CNC, etc. Là où les GAFA, vous rappeliez tout à l'heure les capitalisations boursières, les moyens de ces gens-là, aujourd'hui on a l'impression qu'on fait la course les poings liés, avec des gens qui effectivement ont des moyens 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieurs aux nôtres. Donc cette distorsion-là, c'est comment un gouvernement qui jusqu'à maintenant, l'État a été très consumériste, et vous le savez, on est les champions du consumérisme en France. Dans les GRP, on en parle souvent avec Pierre, le coût du GRP en France est extrêmement bas, on a beaucoup de chaînes de télévision, on a des inventaires qui sont disponibles, donc c'est pas très... Non mais je veux dire, la rémunération par rapport à nos chaînes, elle n'est pas énorme par rapport aux autres pays. Pourquoi ? Parce qu'on a cette multitude de chaînes. Les telcos, c'est à peu près pareil. Je regardais les Google TV, Hulu. Ils vous disent on lance des petits services basiques. C'est combien vos services ? 35 $. Vous dites en France, comme on a beaucoup de telcos, on a nos telcos qui sont dans une concurrence à mort. Il n'y a aucune place pour un service basique à 35 $. Ça n'existe pas, puisqu'eux, ils essayent de commercialiser déjà leur triple play. On est entre 30 et 40 €. Mais aux États-Unis, c'est 100 $ l'équivalent. Donc à un moment, si l'État ne joue pas un rôle dans cette ouverture sur le digital et sur le fait que désormais télévision et digital sont totalement interpénétrés, je pense qu'effectivement, on a à la fois du souci à se faire par rapport à l'enjeu que représente la défense de la culture dans notre pays, la production nationale et notre capacité à produire des contenus, parce que n'oublions jamais, moi je veux bien Israël, je veux bien toute la promotion de la France, mais la langue anglaise reste quand même, quand tu vas en Israël, la majorité des produits sont en anglais. Donc la production israélienne, elle est formidable, j'y suis allé, je les ai vus, on en parle avec eux, et tout ça c'est de l'anglais. Donc à un moment, on a quand même ce handicap. Alors oui, un jour, il y aura 800 millions de personnes qui parleront français, mais c'est quand même un petit marché par rapport aux mastodontes américains ou aux mastodontes espagnols. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut qu'on trouve... L'État a un vrai rôle à jouer, quoi. Et prendre conscience de cela en se disant, le monde de demain de la télévision, il est forcément affecté, le monde des médias, par le monde du digital. Comment on en tient compte ? On change les règles du jeu et quelque part, on réinvente nos modèles économiques. Delphine Ernotte. Non, moi je rejoins assez Gilles. Je pense qu'on voit se dessiner une forme de New Deal possible dans le domaine des médias. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, peut-être une libéralisation d'un certain nombre de choses, de la dérégulation, et de l'autre, peut-être la contrepartie que pourrait exiger le futur ministre de la Culture, c'est vis-à-vis de nous, qu'on fasse cette transformation vers le numérique, et franchement, on en est extrêmement loin, et qu'on aille chercher justement ce supplément et de financement et de patriotisme culturel au travers d'un investissement beaucoup plus fort de notre part et beaucoup plus structuré et solidaire sur le numérique. Aujourd'hui, moi, je crois beaucoup que comme le disait un peu Mathieu, on fait un métier qui est un métier profondément humain. Il se trouve qu'on a été à la rencontre des téléspectateurs pour leur demander, physique, c'était des salles comme ça, on leur demandait c'est quoi pour vous la télévision physique, la télévision publique. On a été à Lyon, on a été à Angers, on a été à la Courneuve, et on se rend compte que ils n'ont pas un regard sur la télévision en général, parce que je pense qu'on leur poserait la question pour M6, ce serait pareil. Ils ne regardent pas la télévision comme quelque chose d'extérieur. Pour eux, c'est de l'ordre de l'intime, la télévision. C'est un lien extrêmement fort. Donc, et en même temps, ils attendent aussi. Donc je pense qu'on a besoin de retisser de réaffirmer ce lien, la part d'humain qu'on a, et que ce lien-là, il se fait au travers effectivement d'œuvres françaises, que c'est très important que on ait une ambition pour nos téléspectateurs. Et ce lien demain, il se fera via le numérique. Parce qu'un jeune aujourd'hui, il n'allume pas la télévision dans son salon, il regarde son smartphone, donc il faut qu'on soit présent là. Et là, on a un rattrapage à faire. Donc c'est pour ça qu'en tout cas à France Télé, on investit beaucoup dans le numérique, on a relancé notre nouvelle plateforme France.tv, excusez-moi cette page de pub, le 9 mai, on a bien l'intention de continuer tous les mois
à l'améliorer et puis à la rentrée de faire un saut et de lancer une plateforme SVOD, parce que par ailleurs, l'offre légale, qu'elle soit gratuite ou payante, c'est encore la meilleure façon de lutter contre le piratage. Donc voilà. Bon, donc je ne relance pas un appel à mes camarades pour aller ensemble vers une offre de SVOD. Enfin, je le fais quand même un peu parce que je pense que autour de la table, vous aviez dit. Je pense qu'on va très vite. On va très vite essayer de se battre autour d'un gâteau qui va pas grossir. Moi, je pense qu'il faut se battre pour faire grossir le gâteau. Et quand on fait grossir le gâteau, on se débrouille toujours pour répartir les parts après. Voilà, c'est ça que je veux dire au final. Et si je peux me permettre, faites payer aussi. Enfin, ne donnez pas gratuitement sur Internet tous vos contenus. Et surtout des formats longs. Parce que ça, c'est la mort une partie de la mort de notre... Replay 7 jours. Oui, enfin, oui, mais sur Facebook ou sur YouTube, pas de format long. Nicolas ? Oui, alors, il y a plusieurs choses dans ce qui vient d'être dit. Premièrement, moi, je ne suis pas totalement... Enfin, il y a un principe... je pense qu'on ne pourra plus continuer à défendre chacun des mesures qui nous soient exclusivement favorables. Et qu'à un moment donné, soit on est libéral, mais on l'est pour tout le monde, soit on n'est pas libéral. Moi, je vais donner 2-3 exemples qui sont très très précis. Avec tes prédécesseurs, j'ai bataillé, alors heureusement t'es arrivé, mais avec tes prédécesseurs, j'ai bataillé pendant des années parce que la réglementation aidait objectivement le groupe leader, et donc il a fallu me faire ma place tout seul avec mes collègues, parce que on voulait pas de deuxième coupure publicitaire. Je me réjouis que tu veuilles une troisième, mais il a fallu quand même 25 ans. Moi aujourd'hui, je veux la suppression des jours interdits. On va pas me dire c'est bien le jeudi, mais pas le mercredi, mais etc. Les jours interdits de cinéma, pardon. C'est une sottise, mais comme jamais. Contre le piratage, je veux dire, d'interdire aux Français d'avoir sur la télévision gratuite des films de cinéma le samedi, ça n'a pas de sens. Enfin, quand je dis ça à mes collègues européens, ils ne me croient pas qu'il y a une réglementation en France. Je suis obligé de leur montrer le texte. Bon. Donc je dis... À l'inverse, il faudra aussi que la chronologie des médias, nous, on fasse des efforts. C'est-à-dire, ça ne peut pas être à sens unique. Voilà. Donc je dis que... Et Canal+ devra faire des efforts aussi. Ça protège aussi le cinéma, faites attention à ça. Moi, non, mais je dis, on ne peut pas simplement faire une réglementation. Pendant des années, avec le modèle TF1, on a fait une réglementation en pointillé. Alors moi, je perdais tout le temps parce qu'il était plus gros que moi. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'a raflé la mise ? C'est des gens qui sont passés par les GAFA et qui sont arrivés en profitant du fait qu'on avait réglementé les acteurs français et que du coup, on n'a pas vu venir la mondialisation. Ils sont tous arrivés, on s'en est aperçu aujourd'hui. Et aujourd'hui, d'un seul coup, on devient libéral. Bon. Moi, je dis, on ne peut pas être libéral à moitié. Donc ça, c'est la première remarque. Donc il y a énormément de règles très simples dans lequel il suffit d'adapter, mais qu'il faut que tout le monde fasse des efforts. Deuxième exemple, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à faire des plateformes communes. Deuxième exemple, ce que disait Pierre sur la libération de la publicité. Ça marche quand la libération de la publicité. Là, le gouvernement a pris une bonne mesure, le dernier gouvernement, pour libéraliser le parrainage à la télévision. L'augmentation est spectaculaire, là, depuis 4 mois. Spectaculaire. Ça profite à tout le monde, c'est des sous en plus. Mais par contre, quand le gouvernement dit « je vais taxer la publicité sur le replay pour mettre une taxe CNC », disons il assimile à la télévision, mais que par contre, si on fait de la publicité sur YouTube en mettant les programmes de télévision, elle n'est pas taxée. Qui on avantage ? C'est de la folie. Enfin, là aussi, on ne nous croit pas quand on raconte ça. Pourtant, c'est une règle qui aujourd'hui existe. Moi, je paye une contribution CNC sur la publicité de Sisplay, je parle sous le contrôle de Valérie, sur la publicité sur Sisplay, alors que si Delphine donne ses programmes à YouTube et qu'il y a une publicité YouTube avant, il n'y aura pas de taxe CNC. Voilà. Bon, je donne cet exemple qui est caricatural. Bon, c'est des choses qui coûtent rien comme mesure. Simplement, à un moment donné, ça a avantagé je ne sais pas qui, sans doute le CNC, pour financer le Festival des séries. Moi, je préfère le financer en direct. Voilà. Voilà. Donc, soyons libéral à plein. Alors, est-ce qu'on va faire la question, c'est est-ce qu'on fait une plateforme commune et est-ce qu'on se réunit sur l'OTT ? Moi, toutes les initiatives qui sont prises sur l'OTT auront mon soutien. Voilà, c'est clair et
net. Et nous avons été les premiers à sortir le replay en France. Nous voulons développer la plateforme OTT. Nous voulons trouver des accords avec nos amis distributeurs. Donc, on travaille énormément là-dessus. On va d'ailleurs développer des nouveaux services que vous allez voir arriver prochainement. Nicolas de Taverneau, vous avez des accents de libéralisme en disant libérons. Il y a quand même une exception culturelle. On y tient pas. Des fois, on se protège derrière cette exception culturelle. Elle fait la force du cinéma français. Elle fait la force, vous avez dit, des contenus français et des séries françaises. Quel est le bon équilibre? Est-ce qu'aujourd'hui, on est d'un bon équilibre entre l'exception culturelle et cette envie de libéralisme et de... J'ai pas dit que quand on a un cahier des charges, j'ai pas dit qu'on n'avait pas d'obligation de production. Moi, j'ai jamais contesté mon obligation de production dans le cinéma. Jamais. Jamais. D'ailleurs, on la dépasse et on fait nous-mêmes des films de cinéma. On y croit. Je n'ai jamais contesté l'obligation de faire de la production. Bon, simplement, c'est la façon de le faire. Moi, si je préfère faire moi-même des films de cinéma et me tromper ou de m'adresser à des producteurs indépendants, qu'on me laisse choisir. Voilà, qu'on me laisse choisir. Je ferai, comme on le fait dans beaucoup d'autres pays, je ferai certains films moi-même, ou je distribuerai, par exemple, pourquoi on va m'interdire de distribuer ton prochain film? Si je distribue ton prochain film, il n'est pas dans mon quota. Bon. Ça n'a pas de sens si j'ai envie de prendre un risque sur ton film parce que j'y crois. Pourquoi on a classifié la production en disant, en mettant des points? Aujourd'hui, tous les magazines qu'on fait, on veut maintenant plus les aider par le CNC par rapport à des documentaires qui seraient scénarisés avec une commission. Bon, c'est absurde. Donc, s'il y a une aide pour le réinvestissement, ce qui est une aide à la création, ne jouons pas là-dessus. Donc, moi, je pense, il n'y a plus de différence absolument spectaculaire entre diffuseurs et producteurs. Nous faisons tous des métiers également de production. Moi, je produis à peu près plus de 50% de ce que vous voyez sur les antennes. Bon, donc je fais le métier de producteur. À ce titre-là, je suis concerné par toutes les conventions collectives, toutes les règles, etc., qui ont lieu dans la production. Et c'est comme ça qu'on défendra l'industrie culturelle. Mais aujourd'hui, c'est pas en ayant des règles où on taxe les sociétés françaises, on a des obligations qui sont découpées en fonction des intérêts particuliers, et objectivement avec des concurrents internationaux qui, eux, n'ont aucune obligation et raflent le marché. C'est quand même exemplaire ce que dit Pierre sur la croissance de la pub numérique et qui profite exclusivement, enfin on s'en aperçoit, à Facebook et YouTube, et on peut tout à fait faire progresser la télé. Alors là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gilles sur ce point-là, la tarification, ça nous appartient. Voilà, il n'y a qu'à défendre nos prix. La tarification télé, ça nous appartient. Et la tarification des plateformes ADSL ou des abonnements au téléphone, si les Américains payent plus cher que nous, je veux dire, le consommateur en pâtit aussi. Donc laissons-le. Oui, mais on va surveiller les ententes intellectuelles quand même, Nicolas. Tu me permettras de dire. Ça, avec TF1, tu ne peux pas nous accuser d'avoir des ententes. Sur la question de l'exception culturelle, Delphine. Après, non, mais moi je crois que... Je voulais revenir d'ailleurs à ce propos sur le terme subventionné, parce que Mathieu l'a mentionné tout à l'heure. Moi, quand je dis subventionné, c'est absolument pas péjoratif, hein. C'est simplement la traduction en argent public d'une politique décidée par un gouvernement. Donc le cinéma est subventionné et c'est une bonne chose, c'est-à-dire c'est de l'argent public qui permet, soit directement au travers des diffuseurs publics que nous sommes ou des crédits d'impôt, de concourir au financement du cinéma, pas à la création, mais au financement du cinéma. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc il faut maintenir cette forme d'exception culturelle qui veut qu'on ne laisse pas la culture, qu'on ne fasse pas de la culture un bien de consommation comme un autre. Parce que sinon, effectivement, on risque de voir dépérir une façon de voir le monde française, des auteurs français, des comédiens français, des réalisateurs français, des producteurs français. Donc je pense que ça, l'exception culturelle, c'est une politique menée depuis des années qui a porté ses fruits dans le cinéma et qui pourrait porter plus ses fruits dans l'audiovisuel. L'audiovisuel. Pardon, oui. Christophe Toral et puis après Jean-Christophe Thierry. Alors, moi, plutôt que d'exception culturelle, aujourd'hui, vraiment, je préfère parler de conquête culturelle. Parce qu'on voit bien que tous les succès de fiction à la télévision depuis 1 an, 2 ans sont des fictions françaises. Voilà. Donc, on préserve aussi et beaucoup notre position en étant meilleur que
les autres, pas en se protégeant de ce qui arrive de l'étranger. Et cette conquête, elle est d'autant plus importante que, comme on se le disait tout à l'heure, il y a 2000 heures de fiction qui sont produites chaque année en Allemagne, et que donc il faut que nous trouvions aujourd'hui les moyens de monter en puissance, de monter en volume sans abandonner la qualité. Mais une chose, par exemple, à laquelle on pourrait réfléchir, c'est cette histoire d'heures de grandes écoutes. Alors, ça fait longtemps qu'on est sur les heures de grande écoute, donc on a concentré tous les investissements de la fiction sur les heures de grande écoute, et du coup, on a un modèle un peu unique de production de la fiction, alors qu'on voit très bien, et c'est exactement ce qui se passe en Allemagne, mais ça se passe aussi en Espagne, qu'on a des fictions de daytime, des fictions de prime time, des fictions de deuxième partie de soirée, on a des fictions de week-end, et donc il y a différents modèles qui coexistent, qui permettent d'augmenter considérablement la production tout en étant en mode conquête. Donc voilà, je crois que c'est aussi par ce volume qu'on arrive à préserver une forme d'expression culturelle et à conquérir les cœurs des téléspectateurs. Je voudrais revenir un instant sur l'histoire de la publicité, parce que dans ce que dit Nicolas Taverneau, il y a quelque chose que je partage vraiment totalement, c'est aller vers des choses qui profitent à tous. Et l'exemple du parrainage est vraiment excellent, parce que ça, c'est quelque chose qui profite absolument à tout le monde. Ouvrir la publicité ciblée, la publicité adressée, ça aussi, ça va profiter à tout le monde, ça va profiter aux diffuseurs, ça va profiter aux annonceurs, ça va profiter aux consommateurs. Franchement, sur le cinéma, je suis réservé, parce que... Non mais c'est très bien quand on finance quelques dizaines de films tous les ans, de se dire qu'on peut ouvrir les antennes à des grosses productions, aux gros films français et tout. Mais quand on est responsable chez Canal de l'acquisition de films, de la diversité, etc., des centaines de films, moi j'aimerais qu'on me prouve que le fossé ne va pas s'élargir entre les gros films et ces films-là dits de la diversité. J'ai rien vu de tel, en tout cas, jusqu'à présent. Moi, juste le monde a changé, quoi. Je veux dire, la télévision aujourd'hui, c'est quand même de la TNT. On peut avoir des campagnes de pub avec des tout petits budgets. Les cinéplex, je pense que c'est pas forcément attirer un film, c'est aussi attirer les gens dans les cinémas. Bon, c'est l'argument que j'ai vis-à-vis de l'industrie du cinéma. Et à un moment, je veux dire, ces arguments qui datent d'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, de dire « Ah, mais il n'y aura que les gros qui pourront avoir accès à la télévision », ça me semble quand même assez peu en phase avec ce qu'on vit aujourd'hui dans les budgets publicitaires qu'on peut mettre à la télévision. Donc arrêtons, je crois, de mettre des écrans de fumée là-dessus, alors qu'on peut faire bouger les choses. Et c'est quand même assez normal quand on voit la publicité que font les blockbusters américains sur Internet, où il n'y a aucune règle. Et là, on est en train de s'interdire de pouvoir avoir cette liberté en France, alors même qu'ils s'en donnent à cœur joie sur Internet, une fois de plus. Donc comprenons bien que ces deux métiers sont complètement... Ces deux territoires sont complètement interconnectés désormais, et que faire de la publicité sur nos écrans, c'est plutôt quelque chose qui sera facilitant, plutôt que simplement mettre en danger Canal. Alors, évidemment, je rebondis tout à fait positivement sur ce que dit Gilles. On gère, nous, dans notre agence, quelques grandes majors américaines. Il y a beaucoup d'argent investi. Il passe ailleurs. C'est tout le sujet. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Je regardais notre nouveau président. Il est jeune. Il a, si j'ai bien compris, une vision très européenne. Et si j'ai bien compris, il parle très bien anglais. C'est quand même 3 éléments qui vont être clés dans les réformes. Jeune, ça veut dire vite. On a passé près de 20 mois pour discuter l'amendement de la loi Macron sur la loi Sapin sur le numérique. 20 mois. C'est terrifiant. Il faut aller aussi vite que les meilleurs des champions digitaux. Il faut très certainement envisager, je le redis, une vision pas simplement nationale, parce qu'aujourd'hui, et notamment le digital, n'est plus national. Il est transfrontière. On n'a pas parlé, on ne va pas en parler là, de la réforme, de la réglementation de la data qui arrive pour mai 18. Faut bien comprendre ce qu'il y a là derrière, et c'est là que ça va se passer. Et puis le troisième point, c'est l'effet de taille. Alors c'est un peu dur, c'est un peu darwinien, c'est un peu tout ce qu'on veut. Mais nos clients, ils ont besoin de grands groupes médias forts et prospères en face d'eux. Ils ne demandent pas une pluralité citoyenne, vous pouvez les trouver
vulgaire ou à courte vue. Non, ils demandent des grands partenaires commerciaux qui vont leur permettre de... Et c'est avec ces partenaires commerciaux, en confiance, que vont se développer les choses. Donc c'est 3 éléments, pas simplement local, la taille et la rapidité. C'est ça qu'on attend, nous, les agences médias, des réformes à venir de ce nouveau quinquennat. Mathieu Tarot, un mot de ce que peut-être, à titre personnel et au nom de l'API auquel vous participez, vous appelez de vos vœux. Pour répondre à Gilles et pour le rassurer, il n'y a aucun malentendu. On est totalement dans la performance. Hein. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire du box-office. Hein. Je suis entrepreneur, j'ai pas un actionnaire qui est dans le BTP, mais je suis un bâtisseur aussi, et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le plus beau catalogue possible. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, financer un film. Alors, c'est l'histoire de Pierre et le Loup, parce que pendant des années, les producteurs ont dit, en venant vous voir, vous savez, on n'a pas d'argent, on ne paye pas les frais généraux, les salaires producteurs, c'est l'enfer, ce film, etc. Bon, et aujourd'hui que c'est vrai, maintenant quand on vous le dit, vous dites ouais, enfin bon, ça va, tu vois, t'as pas à plaindre. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on fabrique les films. À la fabrication, on ne se rémunère plus. Mais il y a aucun problème à ça. Hein. Moi, ça me gêne pas quand je vais voir en bas mon commerçant, mon épicier, et je lui dis, moi, dans mon métier, si mon film fait pas d'entrée, je gagne pas ma vie. Il trouve ça tout à fait normal. Il y a que ceux qui sont là depuis 20 ou 30 ans et qui ont vécu grassement sur la bête, qui trouvent qu'aujourd'hui il y a une anomalie. Mais il n'y a pas d'anomalie à ne pas être payé à la fabrication du film. Donc je vous rassure, on a tous la même envie, c'est de fabriquer les films pour ce qu'ils doivent coûter et pas pour ce qu'ils doivent nous rapporter. En revanche, ce qu'il faut, c'est la prime au succès, la vraie prime au succès, c'est le box-office. Et le box-office, ça veut dire la valeur en salle, donc c'est la valeur sur vos antennes. Donc ça nous importe énormément de faire des entrées et après de faire des audiences sur les chaînes. Je pense pas que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais moi, quand je prends un râteau en salle ou un râteau en audience, j'ai du mal à vous regarder dans les yeux. Je me sens couillon. Je suis pas un bon partenaire. Moi, j'ai envie que vous trois, vous quatre, si on rajoute Canal, vous soyez des partenaires. Non mais heureux. Non mais parce que je mets un petit bémol. Tu comprends pourquoi ? Mathieu. Non mais au moins vous trois, pensons à l'avenir. Non mais qu'au moins vous trois vous puissiez me dire putain avec Tarot on fait des bonnes affaires, il n'y a que ça qui m'intéresse franchement. Donc voilà, dissipons tout de suite le malentendu. On arrive bientôt au terme de cet échange. Alors, j'ai essayé pour suivre la proposition de Nicolas Taverneau de recenser ce qui me semblait faire consensus entre vous. D'abord, un sujet, une production plus diversifiée en termes de format, en termes de coûts pour en augmenter le volume et en termes de programmation pour en augmenter le volume. Sur la pub adressée, tout le monde a l'air d'accord. La troisième coupure sur les formats longs, les films très longs, tout le monde a l'air d'accord. En tout cas, je n'ai pas noté de désaccord. Et autant j'ai noté des hésitations sur la pub pour le cinéma, autant j'ai vu personne se porter à la défense des distributeurs. Donc l'ouverture totale du secteur de la distribution, ça semblait faire consensus aussi. Dernier point, c'est la plateforme de SVOD commune dont Delphine Ernotte a reparlé, donc sur lequel Nicolas Taverneau semble ouvert. J'ai pas entendu de paroles très claires de Gilles. Newen a apporté ses contenus. Donc voilà, et pour Canal, il faudrait que Jean-Christophe me dise si le Canal Play est d'accord pour fusionner avec tout ça. Et en tout cas, dernière chose qui a l'air de faire consensus, c'est la notion de rythme et de dire que effectivement, un président jeune, ce que disait Pierre à l'instant, un président jeune qui a l'air de vouloir aller, ou un président jeune qui a l'air de vouloir aller assez vite, le secteur a l'air d'être prêt à répondre. Si dernière chose que j'ai oublié de mentionner, c'est la chronologie des médias, où là aussi, ça fait 8 ans maintenant que ça n'a pas bougé. Et en tout cas, ceux qui sont autour de la table, vous avez l'air tous de penser que c'est un bail suffisant, quoi. Pas du tout ce qu'on a dit, hein. Non, il a fini au contraire. On a dit, par exemple, la chronologie des médias, ça bouge si les jours interdits bougent. Oui, voilà. C'est-à-dire, on n'est pas libéral à moitié. Voilà ce qu'on a dit, tu retiens ça et c'est bon. Bon, voilà, alors si on a une distribution par groupe. Hein, il y a quand même par groupe des chaînes. Pardon ? Si on a un financement par groupe et non plus par chaîne. Avec Mais circulation ça, c'est déjà acquis, par contre. Non. Non, pas dans le cinéma. En audiovisuel. Pas dans le cinéma. D'accord. Ah, non. Je pensais que c'était le cas pour les autres. C'est pour ça que c'est des vrais débats avec la profession. Il y a quand même un sujet majeur, Philippe, qu'on n'a pas abordé, qui est celui de l'Europe. Juste 3 mots pour dire que quand même toutes nos chaînes, toutes nos industries sont quand même fondées sur un principe européen qui est celui de la territorialité des droits, et que c'est un principe qui doit demeurer
et qui est potentiellement remise en cause par une partie de la Commission européenne et qui pourrait avoir des effets désastreux s'il n'était pas remis en cause. Nous, on peut acheter les droits en France, peut-être dans un ou deux autres pays, on ne peut pas les acheter pour toute l'Union européenne. En revanche, les géants dont on a parlé pendant une partie de cette table ronde, eux, c'est très facile pour eux de prendre des droits sur 20-25 pays. Une dernière question. Vous avez une association des chaînes privées qui rassemble TF1, M6, Canal. Vous allez porter une liste de courses au futur ministre de l'économie et de la culture. Comme j'en suis temporairement le président, je crois que ça change tous les ans. Oui, Oui, on y réfléchit, mais on n'est pas encore totalement aligné sur toutes nos On fera peut-être 3 nos rendez-vous. demandes. Ah ouais. Donc, une vision libérale, On va voir mais individualisée, c'est ça? On est C'est comme ça nous. qu'il faut retenir. Attendez, demain soir, on aura le gouvernement, on verra le ministre ou la ministre, et puis on verra. Demain 15h pour le gouvernement. Merci beaucoup. Merci. À